Bonsoir, l'année touche à sa fin, plus qu'une journée avant l'arrivée de 2022. Voici le sommaire de cette édition du 30 décembre. Pas de relâchement dans la lutte contre la Covid, de nouvelles mesures entrent en vigueur et paraissent au journal officiel vendredi. Le détail au début de ce journal. L'élan est national dans les établissements de soins de Monaco pour faire face à la 5e vague. Nous serons avec le responsable médical du centre cardio-thoracique, le chirurgien Armand Ecker, qui nous expliquera comment le site s'est réorganisé pour accueillir lui aussi un centre de vaccination et quelles sont les pathologies cardiaques dont souffrent certains patients victimes du virus de la Covid. Une fin d'année souriante pour la Roca Team qui a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant hier soir 82-76 face au Maccabi Tel Aviv en Euroleague. La Roca Team s'est confirmée qui jouera bien sur son parquet dans sa salle jusqu'à la fin de la saison européenne. Et puis à la veille du réveillon, quelques conseils dans cette édition pour bien se préparer à un nouveau repas de fête. Alors qu'à la Note Bleue, on savoure cet hiver presque estival. C'est ce que nous dira l'un des hôtes des lieux, Arthur Tanzi. Mais pour débuter donc, compte tenu de l'évolution récente de la situation sanitaire et pour faire face ainsi à la forte augmentation du nombre de cas de contamination à la Covid-19, le gouvernement a décidé de rendre de nouveau le télétravail obligatoire. Vanessa Dessy. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Et oui, et cette obligation s'applique à tous les postes qui le permettent dans les secteurs privés et publics pour le moment jusqu'au 31 janvier 2022. L'objectif étant de limiter la propagation du virus en réduisant les flux de personnes en principauté ainsi que les interactions dans la sphère professionnelle, tout en maintenant l'activité économique. En ce qui concerne l'administration, le travail à distance est appliqué à l'ensemble des services, tout en conservant l'accueil du public. Et pour ce qui concerne le secteur privé, Vanessa, qu'en est-il ? Eh bien, pour le secteur privé, le travail à distance est également appliqué avec l'accord du salarié lorsque la nature de l'activité le permet et que l'employeur peut mettre à disposition des équipements adaptés. Le salarié ne doit toutefois pas faire l'objet d'un arrêt de travail. Très concrètement, toute mission professionnelle qui n'impose pas pour sa bonne réalisation une présence physique sur le lieu de travail doit être effectuée à distance. Et enfin, deux nouvelles mesures qui vont s'appliquer rapidement également. Oui, il est désormais interdit de faire une pause entre collègues sans masque, c'est-à-dire de se réunir autour des machines à café au sein des différentes entreprises et services de la principauté. Et enfin, la vente d'autotests est autorisée en grande surface pendant 3 semaines, soit jusqu'au 23 janvier 2022. Et depuis la mi-décembre, le centre cardio-thoracique s'est associé à la vaste campagne de vaccination contre la Covid-19. Un centre de vaccination a été installé sur place et parallèlement, le site doit lui aussi faire face aux conséquences indirectes de la 5e vague. Nous sommes avec le responsable médical du centre et chirurgien cardiaque, Armand Ecker. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Comment le centre cardio-thoracique s'est-il organisé pour accueillir un site de vaccination ? À la demande du gouvernement princier, nous avons dédié une zone du centre cardio-thoracique afin de pouvoir accueillir les personnes qui souhaitaient faire leur vaccination. On a mis en place un circuit spécifique, c'est-à-dire que à l'arrivée, un accueil personnalisé a été effectué et est effectué par ces personnes. Et ensuite, un entretien par un médecin du centre cardio-thoracique a été dédié et détaché à cette activité avant de procéder à la vaccination. Le flux de ces personnes qui viennent de l'extérieur est un flux qui est totalement parallèle au flux habituel des patients dans la maison, puisque les patients qui sont au centre cardio-thoracique ne croisent pas ces personnes qui viennent de l'extérieur et vice-versa. Alors c'est un site de vaccination qui est extrêmement fréquenté depuis son ouverture ? Alors, il y a eu, si mes souvenirs sont bons, le premier jour 90 vaccinés, le second jour 90 à 95. Donc c'est parti un petit peu sur les chapeaux de roue puisque nous nous sommes orientés sur une prise en charge le lundi toute la journée et le mardi matin.
en complément de l'auditorium bien sûr. Et depuis, il y a eu les fêtes de Noël qui ont un petit peu baissé cette fréquentation, mais dès lundi prochain, c'est-à-dire le 3 janvier, nous reprenons un cycle normal de vaccination pour les personnes qui se présentent et qui nous sont dirigées par les instances de l'auditorium. Et ce sont des personnels du centre cardio-thoracique qui font vivre ce centre? Et si oui, comment ont-ils accueilli cette réorganisation? Ah ben, ils ont accueilli ça de manière très professionnelle, comme ils ont l'habitude de faire, car au début du cycle de vaccination, en janvier-février 2021, nous avons mis en place la vaccination de tous nos collaborateurs, c'est-à-dire plus de 300 personnes. Donc ça nous a servi de galop d'essai, j'allais dire, et ça a été extrêmement simple de réactiver ces procédures pour pouvoir vacciner la population, les résidents monégasques. Il y a une vraie volonté de la part du centre cardio-thoracique de participer à un élan national dans la lutte contre la Covid. Depuis la survenue de la pandémie, le centre cardio-thoracique, sa direction administrative, sa direction médicale, ainsi que tous les collaborateurs de la maison se sont investis pour venir en soutien dès le départ à l'hôpital Princesse Grace, qui était le site de référence pour l'accueil des patients Covid. Nous avons mis en place une unité spécifique et nous avons mis en place également des box de réanimation dédiées avec des flux d'air particuliers pour éviter les contaminations et pour pouvoir traiter de manière nécessaire, lorsque cela était obligatoire, les patients qui ne pouvaient pas être pris en charge au CHPG et qui venaient au centre cardio-thoracique pour qu'on puisse leur apporter notre aide. Est-ce qu'à ce jour, Dr Ecker, et compte tenu de la recrudescence des cas, l'activité du centre cardio-thoracique est impactée par la 5e vague? Alors, paradoxalement, non. Depuis la première vague, nous avons maintenu, voire même accru notre activité en prenant en charge ce qui nous est spécifique, c'est-à-dire la pathologie cardiaque, thoracique et vasculaire, avec les interventions de chirurgie cardiaque. Et tout ça s'est fait sans discontinuer, que ce soit les consultations, que ce soit le plateau d'imagerie, d'IRM et de scanner qui a fonctionné de manière quasi permanente. Et j'allais même dire plus, nous avons reçu hors département des Alpes-Maritimes, provenant du Var, provenant des Bouches-du-Rhône et d'ailleurs, des patients atteints de pathologies cardiaques et vasculaires qui n'ont pas pu être opérés, qui n'ont pas pu être pris en charge dans leur département, dans leurs hôpitaux d'origine, en raison de l'engorgement de leurs établissements. Et est-ce que vous recevez des patients souffrant de pathologies cardiaques liées à la Covid-19? Parce que je crois que ça peut être aussi l'une des conséquences de la Covid. Absolument. La première chose, c'est que de manière systématique, lorsqu'un patient arrive au centre cardio-thoracique, qu'il soit Covid ou pas, a fortiori s'il n'est pas Covid, il a un scanner pulmonaire systématique qui nous permet de dépister, pour un patient qui va avoir un geste invasif, de dépister les éventuels stigmates pulmonaires d'une pathologie Covid, même si le patient est asymptomatique, c'est-à-dire sans aucun symptôme de Covid. Et grâce à ce dépistage, on a pu découvrir un certain nombre de patients qui étaient totalement sans signe, qui avaient une pathologie sous-jacente de Covid au scanner et qu'on a pu réorienter vers la prise en charge Covid. Donc là, c'est de l'inconnu ou pas du tout? Parce qu'on sait que ce virus a des conséquences très inédites, mais là, dans les cas de patients que vous avez pu recevoir souffrant de problèmes cardiaques, est-ce que c'était des problèmes identifiés et dont on sait comment les soigner? C'est des problèmes qui sont identifiés parce que nos collègues qui nous les envoient ont mis le doigt dessus, mais vous le savez très bien qu'on est dans une nouvelle pathologie qui a été découverte par tout le monde, et on le voit bien au travers de la planète. On a un petit peu tâtonné au départ, et on sait qu'on a des complications cardiaques et vasculaires que l'on sait gérer dans d'autres circonstances, et on a adapté ces circonstances-là au Covid, et ça fonctionne plutôt correctement. Oui, il y a effectivement beaucoup d'inconnus dans cette crise, je le disais, qui est inédite. Enfin, en conclusion, est-ce que la 5e vague a entraîné à ce jour des reports d'opérations au centre cardio-thoracique? On n'a jamais reporté d'intervention de chirurgie cardiaque, de cardiologie interventionnelle ou de chirurgie vasculaire au centre cardio-thoracique. Et bien au contraire, comme je vous le disais, on a été une soupape de sécurité pour des patients d'autres régions qui ne pouvaient pas se faire soigner chez eux. Docteur Armand Ecker, responsable médical du centre cardio-thoracique, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, madame. Merci beaucoup.
C'est le cadeau de Noël après l'heure, la victoire qui fait du bien. Les basketteurs monégasques se sont relancés hier en Euroleague en s'imposant à domicile face au Maccabi Tel Aviv. Le résumé de la rencontre avec Yannick Debever sur des images de Marie-Ève B. Le niveau de jeu affiché par la Roca Team face au Maccabi Tel Aviv hier soir n'avait rien à voir avec celui des matchs précédents. Les Monégasques progressent surtout dans le jeu collectif. Le match débute à l'avantage des visiteurs et Scotty Wilbekin, le bourreau de Monaco au match aller, se met en route. L'entrée de Westerman sur le parquet apporte beaucoup. La Roca Team arrive à passer devant le Maccabi grâce à une très belle défense et des attaques diversifiées. Contre exceptionnel. Mais les Israéliens dominent physiquement les intérieurs monégasques et Tel Aviv s'offre plus de munitions offensives pour virer en tête à la fin du premier quart-temps. Et le dunk de Zizic. Dans la deuxième période, Monaco tient la dragée haute au Maccabi et revient à hauteur. Le match est d'une très belle intensité et les deux équipes nous offrent une superbe opposition. La Roca Team parvient en fin de première mi-temps à prendre l'avantage grâce à Moti Younas, 16 points dans le match. Petit score au bout de 20 minutes, 35-33, preuve que les défenses sont en place et d'un très haut niveau. Le troisième quart-temps est encore remporté par la Roca Team qui ne lâche rien et se fait plaisir sur le parquet. Mike James, 13 passes décisives, délivre caviar sur caviar, pendant que son homologue Wilbekin tient son équipe à bout de bras. Le meneur de Tel Aviv inscrira 31 points malgré une grosse défense sur lui de Paris Lee d'abord, puis Alpha Diallo dans le dernier quart-temps qui se révèle être le joueur décisif de cette rencontre. Pour Mac James et pour Diallo. Excellent. Ça c'est bien. L'arrière inscrit 12 de ses 16 points dans les 10 dernières minutes en plus d'être exemplaire en défense. Son sang-froid sur ce 3 points ultra important est le symbole d'un élan collectif plein de confiance. L'incroyable Wilbekin aura tout tenté jusqu'à la fin, mais la Roca Team a enfin tenu un niveau défensif d'Euroleague tout le long d'un match. Une rencontre référence depuis l'arrivée de Sacha Obradovic. Honestly, I'm very happy, exciting, for what is coming. I found now another group of people, who wants to cooperate, who wants to give a help, like on the court to each other. You could see also defensively, it's completely different picture, from the previous period. We need to work on this too, but there was a big step, in understanding what we want to do. Une victoire et la confirmation tant attendue, la Roca Team pourra finir sa saison d'Euroleague à la salle Gaston Médecin. Le conseil d'administration de la compétition a accordé une dérogation au club monégasque. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, Patrice Sellario. C'est une importance très grande pour la principauté, pour le club, bien évidemment. Jouer à domicile est quelque chose d'important sur le plan sportif, pour les spectateurs, pour les supporters de l'équipe. Pour la principauté parce qu'elle est reconnue ainsi au niveau européen, au plus haut niveau du basket européen, comme étant un lieu où le basket peut se développer. Et ça rentre dans le programme de restructuration du Stade Louis II dans son ensemble. La salle Gaston Médecin est un lieu important de cet établissement sportif. Il y a eu le centre nautique Albert II les 2 dernières années qui avait fait l'objet d'une rénovation. Depuis l'année dernière et cette année, ainsi que l'année prochaine, la salle Gaston Médecin fait l'objet de cette rénovation, d'une mise aux normes, l'éclairage, la sonorisation, le parquet, les panneaux de basket, mais aussi la capacité de la salle. Donc un grand motif de satisfaction pour toutes les personnes qui ont œuvré durement pour pouvoir obtenir ce résultat. Et pour refermer ce chapitre basket, un petit clin d'œil à Yacouba Ouattara qui avait été libéré par l'AS Monaco Basket pour qu'il puisse participer au All-Star Game. Et il n'a pas manqué le rendez-vous parisien, il a notamment inscrit 14 points en 23 minutes, même si c'est la sélection étrangère qui a remporté la compétition d'un seul petit point, 111 à 110, face à la sélection française.
Certains enchaînent les matchs. Pour d'autres, en cette fin d'année, c'est l'enchaînement de repas gargantuesques. Après le réveillon de Noël, place demain au réveillon de la Saint-Sylvestre. Sur les tables, de nouveau, beaucoup de mets aussi raffinés que caloriques. Comment bien se préparer à ce nouveau dîner de fête? Écoutez les conseils et astuces collectés par Yannick de Bever. Des maux de tête, des nausées ou encore des vomissements, ce sont peut-être des symptômes que vous avez pu ressentir après le repas de Noël. Il s'agit tout simplement d'une manifestation de votre foie auquel vous avez demandé d'éliminer trop de choses d'un coup. Autrement dit, vous avez trop mangé. De ne pas boire trop d'alcool, ça c'est très important, puisque l'alcool est très mauvais pour ça. Et on peut essayer de prévenir en prenant une petite cuillère d'huile de paraffine. Ça fait glisser et donc ça réduit l'absorption des aliments, surtout des gras. Et si jamais vous n'avez pas d'huile de paraffine à disposition, pas de panique. Vous pourrez toujours agir après le repas en buvant beaucoup d'eau par exemple et en prenant des produits facilitateurs de digestion. Prendre son temps pour manger et faire durer le repas permet aussi d'aider à digérer. C'est important, c'est d'éviter de manger des aliments trop gras ou trop sucrés. Voilà. Parce que ça aussi, c'est très mauvais pour le foie. Et il y a des répercussions dans les jours à venir, maux de tête, on n'est pas bien, on a les jambes cassées, éventuellement des dérangements intestinaux. Donc, il vaut mieux éviter. Voilà, essayez de profiter tout en modération. Et quant au fameux trou normand, ça fait toujours plaisir. Après, c'est vrai qu'un petit peu d'alcool fort, sec, pas sucré, ça peut faciliter un petit peu glisser des substances grasses, si vous voulez, bien sûr. Mais ça ne doit pas être une incitation à manger trop derrière. En plus de ces techniques, n'hésitez pas à faire une petite marche de 30 minutes après manger. Cela vous aidera forcément à vous sentir mieux. Oui, une petite marche sur la plage, pourquoi pas. Demain soir, certains privilégiés pourront se régaler dans un cadre magique sur la plage du Larvoto. Ce sera le premier réveillon pour le restaurant La Note Bleue qui traditionnellement avait l'habitude de fermer en cette saison. Un réveillon dans le plus strict respect des règles sanitaires en vigueur, bien évidemment. Bonsoir Arthur Tanzi. Bonsoir, enchanté. À La Note Bleue, vous avez pleinement pris vos marques dans ces nouveaux espaces? Une ouverture est toujours un peu compliquée et puis ouvrir au moment où tous les clients ont envie de venir, c'est toujours un gros challenge. Donc on a ouvert en début juillet, mais maintenant ça fait quand même quelques mois, on est rodé et on a un bel instrument en main et on est très content justement de pouvoir l'utiliser à son potentiel maximum. Et quel bilan au niveau de l'activité dressez-vous de ces 5 premiers mois après la réouverture de la plage? On a été très surpris, ça s'est très bien passé. On a quand même nos clients qui ont joué le jeu, qui sont revenus. Beaucoup d'autres personnes qui sont venues découvrir le nouveau Larvoto. Donc on a quand même fait une très belle saison. On est très heureux justement de pouvoir encore travailler en décembre. Et comme je vous dis, aujourd'hui, encore une si belle journée et la plage affiche complet. Donc voilà, on est très contents. Comment allez-vous célébrer le passage à la nouvelle année à La Note Bleue? Nous faisons le réveillon dans notre nouvelle salle intérieure d'une capacité d'à peu près 50-60 personnes. Ce qui va se passer, c'est que ça va être en lien avec les conditions sanitaires. Oui, les restrictions sanitaires ne sont pas trop contraignantes? Ben, elles le sont, mais en même temps, au vu de la situation, elles sont un peu nécessaires, malheureusement. Alors nous, on joue le jeu. Moi-même, je suis DJ aussi, donc on va mettre un peu de musique, mais ça restera dans les niveaux autorisés qui sont 74 dB, et jusqu'à à peu près minuit et demi, 1h, et 1h, nous couperons la musique, car il n'y a plus possibilité d'avoir d'ambiance musicale. Et vous travaillez aux côtés de vos parents, Arthur. La Note Bleue, c'est une belle histoire de famille, et même élargie, j'ai envie de dire, car l'esprit de famille, c'est également ce qui se dégage de l'atmosphère avec toute l'équipe. Hein. Exactement, c'est quand même on a des personnes qui sont ici comme notre chef, comme notre directeur général, qui sont avec nous depuis 20 ans, qui m'ont vu pas du tout en âge de travailler, et c'est vraiment comme une petite famille, comme je vous le dis. En fait, c'est la force de notre lieu, c'est notre cadre, notre équipe, et ce qu'on sert aux gens à manger, et l'ambiance qu'on amène en général à nos clients, quoi. Donc, Arthur Tanzi, merci d'avoir répondu à nos questions, et l'on vous souhaite beaucoup. un beau réveillon sur la plage du Larvoto. Avec plaisir, et vous aussi, je vous souhaite un bon réveillon. Bonne soirée, au revoir.
La nouvelle année est propice au nouveau départ. 2 jeunes rugbymen de Monaco s'apprêtent à changer de vie pour quelque temps en quittant Monaco pour rejoindre l'Afrique du Sud. Une belle illustration des ambitions de la Fédération monégasque de rugby, toujours prête à relever de nouveaux challenges. Le récit de Christinda Thomel sur des images de Lionel Bernardi. Redonner au rugby toutes ses lettres de noblesse, telle est la volonté de la Fédération monégasque de rugby. Après plus de 10 ans d'existence, elle relève donc de nouveaux défis, comme ceux de promouvoir le rugby sous toutes ses formes, mais aussi d'assurer la relève en soutenant et en accompagnant la jeunesse dans ses choix futurs. 2 joueurs intégreront d'ailleurs en janvier une école qui allie sport et études en Afrique du Sud. Mais c'est un choix avant tout pour essayer de nous apporter beaucoup d'expérience. On va toucher du doigt un petit peu le monde professionnel. Donc c'est vraiment pour gagner en expérience, gagner en maturité aussi. Et après surtout que ça se répercute sur notre équipe nationale de rugby à 7. Parce qu'on va rapporter justement des connaissances, on va des entraînements différents. Donc c'est vraiment une plus-value qu'on va apporter à l'équipe nationale. Et puis ça nous fait une expérience, je pense, inoubliable. Donc voilà, ça va être unique, je pense, comme expérience. Une expérience unique pour ces jeunes, tout comme pour Carla, qui vient de participer avec 3 autres joueuses de l'équipe nationale féminine à l'un des plus grands tournois de rugby à 7, l'Emirate Dubai 7, qui s'est tenu mi-décembre aux Émirats Arabes Unis. On a fait les rencontres en s'entraînant. Les filles nous ont beaucoup aidés, les filles qu'on ne connaissait pas. Et voilà, après on a fait nos matchs. Nous on a pu quand même avoir du temps de jeu. Et voilà, et après on a participé à la fête, etc. J'ai appris à me connaître sur certains points. Et je sais que du coup je vais ramener la communication dans mon équipe, parce que je me suis rendu compte que la communication était vraiment primordiale. Je vais essayer d'amener plein de choses à mon équipe pour qu'après ils prennent un petit peu exemple, etc. Et voilà, je vais essayer de faire des changements en tout cas. Le rugby, un sport basé sur la loyauté, l'honneur, l'engagement, la solidarité et la générosité. L'ambition de la Fédération monégasque de rugby, retrouver sa place au sein des nations européennes. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo pour demain. Des prévisions qui restent ensoleillées, Vanessa ? Oui, le soleil sera toujours au rendez-vous, Patricia. Les températures resteront très douces, elles oscilleront de 11 à 16 degrés. L'occasion de bien profiter de cette dernière journée de l'année. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h04. Et nous fêterons évidemment la Saint-Sylvestre. Mais avant de célébrer la Saint-Sylvestre, nous vous donnons rendez-vous, Vanessa et moi-même, demain à 19h pour le dernier journal de l'année. Nous comptons sur vous. Nous nous quittons sur les photographies de Stéphane Dana qui n'a pas manqué une minute de la victoire monégasque hier soir en Euroleague. Très belle soirée, à demain.